à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Le présidentiel 2021 est désormais connu. Le très attendu verdict de la Commission électorale nationale autonome. Sans surprise, Patrice Talon a été réélu. Réélu en quoi la Sénat à 86,36% contre 11,29% et 2,35% respectivement pour Soumanou Djemba et Corentin Kowe. Sous réserve de la validation de la Cour constitutionnelle, le second tour pour le très controversé scrutin du 11 avril dernier, qui, à l'arrivée, au regard des chiffres de la Sénat, aura enregistré un taux de participation de 50,17%. Oui, ce second tour n'aura donc pas lieu. Résultat provisoire de la présidentielle du 11 avril. Fin de polémique. Regard croisé tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, d'acteurs de la société civile, d'éditorialistes et de politiques. À tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de dire ceux-là qui ont un regard neutre sur des événements du genre. Julien Ousso, il a accepté d'être des nôtres. Il est le coordonnateur régional de WANEP. Julien Ousso, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui suis honoré. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous savoir disponible pour nous aider à apprécier un peu ceux qui, manifestement, ne sont pas trop unis, les Béninois, les chiffres qui divisent. En face de M. Julien Ousso, Vincent Folly, éditorialiste, il n'est vraiment plus à présenter. Il est le directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Vincent Folly, bonjour à vous. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Merci, mais je veux répondre à ce que tu as dit tantôt sur la neutralité de nos amis de la société civile. Bon, ça dépend de quel endroit on se situe. C'est ça. Et ils sont de la société civile, c'est-à-dire cette société qui est au milieu des populations et des politiques. Donc la neutralité se trouve là. Oui. Mais nous, journalistes, nous sommes au-dessus de tout cela. C'est ça. Nous sommes au-dessus de la mêlée. Nous les regardons tous et nous voyons ceux qui gesticulent, ceux qui font semblant. C'est ça. Et donc la neutralité est de l'autre côté. C'est pour chacun défend sa chapelle. Oui. C'est de bonne guerre. Un politique, oui, sur ce plateau, c'est M. Georges Nagonou qui a accepté être des nôtres, socio-anthropologue. Il est apparenté BR. Il fait partie de ceux qui, depuis hier, en sont à se frotter les mains. On y est arrivé, a-t-il lâché entendre. Il a accepté donc partager sa joie avec les téléspectateurs. Georges Nagonou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs de Sika TV, bonjour aux amis qui sont sur le plateau et avec qui nous allons certainement faire des analyses parce qu'en fin de compte, je voudrais dire ce que disait Folly tout à l'heure, les journalistes eux-mêmes, je préfère encore la neutralité des observateurs par rapport aux journalistes que nous avons chez nous. Ils sont souvent pas neutres. Ce sont les vôtres. Vous parlez des journalistes qui sont les vôtres. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris. Chacun a à dire par rapport à la question de neutralité. Pourquoi pas les choses évoluent si vite. Monsieur Georges Nagonou, j'ai bien envie de commencer avec vous. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle en suivant cet après-midi du 13 avril, la Commission électorale nationale autonome? Merci beaucoup. Moi, par contre, je n'ai pas été surpris par les résultats de l'élection présidentielle parce que nous savons ce qu'a été le déroulement de la campagne électorale. Nous savons ce qui était en face de Patrice Talon. Et donc, à partir de ce moment-là, quel était le poids de chacun? Et je l'ai souvent dit sur votre plateau pour dire que nous devons savoir ceux qui sont en face du chef de l'État. Le chef de l'État qui a déjà une avance, il a un résultat, il a un bilan à présenter aux Béninois qu'il est en train de présenter et que naturellement celui qui est au pouvoir a certainement un certain nombre d'avantages, mais ça n'a pas été toujours gage de réussite des élections présidentielles. Mais bon, lui, il a su mettre ça au profit. Donc, ce qui m'a fait plaisir dans cette élection-là, c'est le fait que, outre les endroits où des gens ont empêché l'élection d'avoir lieu, dans le reste du pays, les gens sont allés voter librement, je suppose. Je pense que les gens sont allés voter librement. Et s'ils sont allés voter librement, et on pourrait se demander, là où les gens n'ont pas voté, est-ce la faute au gouvernement ou est-ce la faute
à d'autres personnes. Peut-être qu'en évoluant dans le débat, nous allons le dire, ce que je dois dire ce matin, et je pense que moi, j'ai même lu. Monsieur Anagonou, nous parlerons après de ces incidents. Pour l'instant, les chiffres qui nous réunissent, oui, monsieur Julien Oussou, vous avez suivi la Sénat pour la proclamation des résultats provisoires. Comment avez-vous vécu cette soirée? Merci beaucoup. Je pense que personne ne doute du fait que c'est la Sénat qui est, au regard du code électoral et au regard des pratiques électorales aussi, habilité à rendre public les tendances, résultats provisoires ou tendances, ça voudrait dire la même chose. Et donc, de ce point de vue, comme vous l'avez dit, tout le monde attendait que l'institution à habilité puisse rendre public les données qu'elle a. Cela est fait. Et donc, loin de rentrer dans la polémique parce qu'elle est dans ses prérogatives en tant que Sénat, et dès l'instant qu'elle a rendu public les chiffres, les acteurs qui ont compétit et qui ne sont pas d'accord avec les chiffres devraient, eux, être en train maintenant de réagir. Et on sait, M. Anagonou l'a dit, peut-être connaissant leur poids, est-ce qu'ils le feront ou pas? C'est là l'interrogation. Okay. Donc, j'ai vu bien entendu des communiqués d'acteurs ayant participé, de duos ayant participé, disant qu'ils vont introduire des recours. Se situe là. La Sénat a donné. Et ce que la Sénat a donné, c'est les chiffres officiels, qu'on le veuille ou non. Personne n'a dit le contraire. Je ne pense même pas que la plateforme aurait osé dire que c'est elle qui aura donné les chiffres officiels. Les chiffres officiels viennent de la Sénat. Après, on verra ce que les acteurs qui ont compétit feront avec les chiffres. Nous les regardons. Nous tentons de les croiser, de les comparer avec les expériences ailleurs, les élections antérieures, avec ce que les uns et les autres ont regardé. Mais tout ce que nous allons analyser reste des analyses, de mon point de vue. Merci, et c'est pourquoi nous sommes là, justement, des analyses. Monsieur Vincent Folly, vous avez suivi aussi cette soirée, depuis peut-être votre résidence ou la direction de votre quotidien. Comment ça s'est passé? Oui, tu sais que je n'ai plus de direction de mon quotidien. Même plus de direction? Non, j'en ai, mais vous savez que je ne fais plus le journal papier. Cela dit, ce n'est pas l'objet de la chose. Les résultats vous disent ce que j'en pense. Personne ne peut être surpris qu'on ait proclamé celui qui a été proclamé vainqueur. Personne. Tout le monde savait que tout a été fait pour qu'il gagne les élections. Lui-même a tout fait pour que ce soit ça. C'est aussi clair que ça. Le choix des compétiteurs, c'est lui qui l'a fait. C'est la différence entre moi et les politiques. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a choisi ceux avec qui il va compétir. Et c'est ça qui gêne les journalistes que nous sommes et les analystes que nous sommes, que le système ne soit pas totalement transparent, ne soit pas totalement libre. Nous avons, avant qu'on en arrive là, le Bénin était connu comme un pays où les élections étaient organisées et personne ne savait qui pouvait gagner. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus comme le Tchad. D'ailleurs, nos deux élections ont eu lieu presque en même temps. Et lorsque les commentateurs des grandes stations de radio et de télé parlent, on parle du Tchad et on parle du Bénin. Et c'est pratiquement les mêmes entraves que les dirigeants des deux pays ont posées sur la route de leur réélection. Donc, cela dit, je n'étais pas étonné que celui qui a été proclamé vainqueur ce soit. Mais c'est la marge et le taux de participation. Oui. Tout le monde savait que c'était un score soviétique qui sortirait de là. Parce qu'on ne peut pas. M. Anagonou disait tantôt que le président a un bilan et ceux qui n'en avaient pas, ceux qui sont en face de lui n'en avaient pas. Mais il les a choisis. Si on avait choisi d'autres acteurs, le résultat aurait été autre et on aurait eu de vrais débats électoraux. Mais c'est ça ma frustration. Je suis frustré parce que celui qui devait gagner a gagné, mais la marge qu'on lui attribue m'étonne au regard de ce que moi j'ai pu observer sur le terrain, au moins dans les lieux où je me suis promené
sur ce jour-là. En tout cas, le taux de participation, c'était le grand enjeu de ce scrutin. À l'arrivée, la Sénat aura communiqué 50,17%. Georges Anagono, vous l'avez suivi, un taux de participation qui continue, malheureusement, de faire débat. Le politique, comment a-t-il suivi et quelle est l'appréciation qu'il en fait? Merci beaucoup. Le taux de participation, c'est la volonté des Béninois. Ils sont inscrits sur la liste électorale d'aller voter. C'est comme ça c'est ce qu'on veut mesurer. Est-ce qu'ils ont accepté d'aller aux urnes et d'aller voter? Je pense que les Béninois ont accepté d'aller aux urnes et d'aller voter. Et lorsque le président de la Sénat faisait la publication, il a dit quelque chose qui m'a plu, moi. Et moi, j'aime ça parce que c'est de la contradiction que jaillit la lumière, n'est-ce pas? Le président de la Sénat a dit, nous sommes prêts à confronter nos chiffres. Et ce qu'il y a, c'est que la plateforme, disons-le, puisque mon ami est sur le plateau, ce que les gens disent par rapport à la plateforme... C'est votre ami qui est sur le plateau? Pardon? C'est qui votre ami sur le plateau? Ouais, il est le monsieur de WANEP, il est de la société civile. Il ne représente pas la plateforme, c'est... Non, je sais, mais il ne sait pas... Joël, il ne s'est pas empêché, moi je ne fais pas langue de bois, il ne s'est pas empêché tout à l'heure d'aborder le débat dans ce sens-là, et de son droit, je lui parle de son droit. Moi, je pense aussi que, contrairement à d'autres, je ne suis pas frustré pour le fait que la plateforme ait publié, ait donné ses chiffres. Mais ce n'est pas parce qu'elle a donné ces chiffres que ces chiffres-là sont les vrais. Pas du tout. Alors, parce que il est clair que la Sénat dispose de tous les moyens possibles. Vous tranchez déjà, vous, monsieur Anagon, vous tranchez déjà en faveur d'un chiffre? Non, je ne vous ai pas dit ça. Je dis parce que les vous moyens... L'autre extrême. Vous avez retenu votre premier extrême, mais pas le second. Vous avez dit que ce n'est pas parce que la plateforme a donné ce chiffre que c'est vrai. Vous n'avez pas dit que ça pourrait être faux de l'autre côté non plus. Non, mais parce que certains... Non, mais attendez, vous suivez les commentaires comme moi, d'accord? Les commentaires qui ont commencé, c'est pour dire... Et c'est pour ça que c'est un peu vicieux. C'est-à-dire, lorsque la plateforme a communiqué ces taux, c'est pour qu'on puisse dire, si la Sénat communique des taux, il faudrait qu'on compare. C'est pour ça aussi. Et donc, on a commencé par comparer, d'accord? Et quand on a commencé par comparer, on a oublié de donner les conditions dans lesquelles les gens ont obtenu ces chiffres-là. La Sénat a envoyé des gens partout. La Sénat n'a pas recueilli son truc à partir de 1100 témoignages, non. Mais la Sénat a recueilli son chiffre par rapport au dispositif mis en place pour faire. Mais ce que je voudrais dire, le président de la Sénat a dit hier, nous pouvons confronter. Nous pouvons faire une confrontation pour faire jaillir la réalité. Mais ce que nous savons au Bénin, la structure officielle et qui appartient à tous les Béninois et qui peut apprécier du déroulement d'une élection, eh bien, c'est la Sénat. Et c'est la Sénat qui a donné et son pourcentage hier. Je voudrais dire, parce que c'est peut-être là où les gens se posent des questions pour dire, lorsqu'il y a une élection, j'ai entendu Vincent Folly parler de chiffres soviétiques tout à l'heure. Je vais vous rappeler ici, en France, en 2002, vous connaissez quel a été le score de Jacques Chirac au second tour? Le score de Jacques Chirac au second tour, c'était 82 et quelques %. Est-ce que ça signifie que la démocratie française ne marche plus? Non, il faut pas. Nous avons évolué dans notre démocratie. Et lorsque je suis d'accord avec Vincent Folly, que d'autres qu'on attendait dans l'opposition allaient participer à cette élection-là, et peut-être le score aurait été beaucoup plus discuté. Même quand on dit que le chef de l'État a choisi ceux qu'ils veulent. Et si on avait donné le pourcentage et le parrainage à ceux que Vincent Folly pense, est-ce qu'on va encore dire que c'est le chef de l'État qui les a choisis? Merci. On aura le même... Monsieur Georges Anagono, on va nous retourner vers monsieur Julien Oussou avant de revenir à monsieur Vincent Folly. Oui, Julien Oussou, c'est le débat désormais. La plateforme a donné un pourcentage, la Sénat en a donné un autre, et la polémique d'enfler de plus belle. Est-ce qu'elle avait vraiment sa raison d'être, cette polémique ambiante? Merci beaucoup. Et de toutes les façons, et ça, moi, c'est le conseil que j'ai donné aux collègues de la plateforme, de ne pas rentrer dans la polémique, parce qu'elle ne devrait pas se faire. Ce travail que la plateforme a eu à faire, pour ceux qui l'ont suivi depuis 2016, devaient se rendre compte que, 1, elle a toujours communiqué des chiffres ainsi avant la Sénat.
Donc, ce n'est pas pour la première fois. Allez voir 2016, 2019. 2016, premier tour, second tour. 2019, législative, communale. Et si vous regardez après les chiffres communiqués par la Sénat, puis par la Cour constitutionnelle, les écarts n'ont jamais dépassé plus ou moins 5%. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait qu'on peut aller. Les rapports de la plateforme existent. De ce point de vue, la plateforme n'a pas à rentrer, puisque les années antérieures ou les élections antérieures n'est pas rentrée dans la polémique. Je leur ai conseillé, ne rentrez pas dans la polémique. De toutes les façons, aucune mission d'observation au monde n'aura les moyens d'être présente dans tous les bureaux de vote. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas permettre à ce qu'une mission d'observation donne que cette donnée soit considérée comme les données officielles. Il y a la Sénat qui va donner, disons, ce qui est officiel. Mais cela dit, il faut alors se questionner sur dans quelles conditions les données ont été collectées. Il a évoqué la question. Les données étant collectées. Et qu'est-ce qui pourrait permettre qu'il y ait cette fluctuation-là qu'on a entre les deux? J'ai commencé la réflexion et je trouve qu'il y a deux aspects, par exemple, qu'on peut partager ici. Lesquels? Le premier aspect, si la Sénat, dans sa prise en compte ou dans les chiffres que la Sénat a communiqués, elle a déjà intégré la dernière décision de la Cour constitutionnelle qui voudrait, si j'ai bien compris, dire que l'on doit retirer du nombre d'inscrits, les nombres d'inscrits des arrondissements où il n'y a pas eu vote, oui. C'est qu'on ne peut pas avoir... C'est-à-dire que la marge d'erreur entre les chiffres que la plateforme a mobilisés de par ses positions, je dis bien c'est 1281 bureaux de postes de vote qui ont été observés, qui a donné ça, selon ce que j'ai lu. Et donc, il y aura un décalage dans la marge qui peut arriver à avoir en termes de marge d'erreur. Le deuxième élément, quand j'ai lu les déclarations de la plateforme et quand j'ai regardé ce qui s'est passé, je me suis dit, si on prend en considération le fait que les observateurs des autres institutions intergouvernementales n'ont pas pu se déployer à l'intérieur du pays, si on peut prendre l'option que dans beaucoup de bureaux de vote, les deux autres duos, et M. Anagon l'a dit, ils n'avaient pas le poids pour se déployer dans les autres bureaux, il se peut que les conditions qui ont été créés dans les 1281 bureaux de postes de vote, je m'excuse, observés par les observateurs de la plateforme n'ont pas été les mêmes, entre griffes, dans les autres postes de vote où il n'y avait pas de la plateforme. Et je le dis parce que dans les éléments qu'ils ont, les gens de la plateforme, et qui sont apparus aussi dans leur déclaration préliminaire, il est arrivé des faits que malgré leur présence, des choses se sont passées. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives, il y a eu même des tentatives abouties devant eux, devant les observateurs. J'ai eu le cas de l'un d'entre eux qui a dû prendre ses jambes à ses coups pour se réfugier dans un champ d'Anakad. J'ai vu le récit. Et c'est de là-bas qu'il a envoyé, disons, son rapport. Il y en a qu'ils ont démobilisé du fait de ce que tout ce qu'ils voyaient faisait qu'ils étaient devenus, disons, c'était insécurisé pour eux. Donc, pour dire que si les conditions n'ont pas été... C'est ça la statistique. Si les conditions n'ont pas été les mêmes partout, il est possible qu'on n'aboutisse pas au même résultat. Parce que c'est ça le problème. On dit, les statistiques vous le diront, si vous voulez, vous prenez 1 kilo de riz, ou vous prenez 1 kilo de maïs, 1 kilo d'haricots, vous les mélangez et vous faites des poignées comme ça à la volée, vous comptez, vous aurez ce qu'on appelle les tendances qui vont être proches de ce que c'est l'effectif que vous avez là. Mais si après vous mettez le riz à part, vous mettez l'haricot à part, vous mettez le maïs à part et que vous ne mélangez pas bien et que vous prélevez, vous n'aurez pas quelque chose de représentatif. Il faut prendre et aller. Je voudrais que les spécialistes puissent analyser ce qui est arrivé au lieu de regarder juste deux chiffres et de les comparer. Il faut aller au-delà, oui, Monsieur Vincent Folly. Oui. Le journaliste de sa hauteur, comme vous dites, bien perché et qui observe de très loin. Qu'est-ce que cela lui inspire? Lui qui a vu tant de choses. Et aussi, cette plateforme à l'œuvre, ça fait un moment. Il faut préciser, oui, M. Anagon, tout à l'heure, disait, mais on ne sait pas comment la plateforme y est arrivée. Sur ce plateau, à César, ce qui est à César, ils ont expliqué comment ils sont arrivés à ces chiffres. C'était la première question. Je le disais tantôt, la plateforme n'est pas sa première expérience. Oui, nous, on a toujours, journalistes, nous avons toujours eu plaisir à travailler avec ceux qui peuvent nous aider à avoir
une idée de ce qui se passe sur le terrain. De ce point de vue, la plateforme a joué un rôle et il a rappelé depuis 2016 au moins comment elle a joué son rôle. Et là, je m'insurge contre le terme utilisé par le président de la Sénat hier, lorsqu'il donnait les résultats. Il a dit « une certaine plateforme aurait ». L'expression vous a dérangé, pourquoi? Oui, ça me dérange parce que la plateforme a toujours travaillé avec la Sénat. Eux-mêmes n'ont jamais nié... Vous considérez ça comme un diminutif? Non, c'est péjoratif ce qu'il a dit. Et ça n'est pas bon pour disqualifier un peu. Lui-même a dit, et j'ai écouté Madame Aranzo hier sur votre émission, qui disait que le taux qu'ils ont relevé, c'est avec des techniciens qui ont travaillé régulièrement et qui sont arrivés à ça. Et qu'il y a une marge d'erreur qui peut aller jusqu'à 5%. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, s'ils ont trouvé 26%, et si avec la marge d'erreur, pour l'expérience qu'ils ont, j'ai parlé avec M. Ousso avant que l'on ne vienne sur le plateau, avec l'expérience qu'ils ont, et on aurait pu arriver même, dans le meilleur des cas, à un taux de 31%. Qui, de mon point de vue, de l'observateur qui allait sur le terrain, moi j'ai circulé dans toute la zone de Calavi, depuis Akassato jusqu'à Wedo. Et j'ai vu des choses. Et ce que j'ai vu, c'est que les populations ne se sont pas déplacées. Et les échos qui nous sont parvenus des autres régions, moi je suis de Grand Popo, et j'ai vu, par exemple, un ministre de chez moi de sortir, aller voter, et il n'y avait personne dans la cour de l'école. J'ai vu ça. Et ces images ont circulé sur les réseaux sociaux. Lorsque vous voyez donc, vous recevez les échos de ce qui arrive. Et c'est même heureux que les réseaux sociaux existent aujourd'hui, parce que là, c'est le pendant de ce que nous faisons, nous, en tant que médias traditionnels. Ouais. Avec les réseaux sociaux, nous avons des images directement. Nous avons donc des points de vue. Et le citoyen est devenu un collaborateur de la presse, un collaborateur de la politique. On ne devait pas négliger. Et je suis heureux qu'il n'ait pas fermé Internet pendant la période. C'est bien. Mais ils avaient pris toutes les dispositions, donc fermer Internet aurait été peut-être la cerise sur le gâteau, ça aurait gâté leur marchandise. Et ils ont bien fait de ne pas le faire. Mais je vous dis que, de ce point de vue, nos amis de la plateforme ont fait un travail. On devait le reconnaître. Et le problème qui nous a gêné, c'est la différence entre l'autre. Si donc on applique la marge d'erreur, on se retrouverait avec 31%, mais la Sénat a annoncé un taux de participation de 50%. Mais on savait que ça devait être, le taux de participation était l'enjeu spécial de cette élection. Curieusement, on s'attend, les autres années, c'est qui va gagner, combien il a eu de voix, mais cette année, c'est le taux de participation. Parce que ce qui intéressait le pouvoir et tous ceux qui sont autour du pouvoir, c'est de savoir si, avec le choix qu'ils nous ont offert, qu'ils nous ont imposé, des candidats qu'ils nous ont imposés, ils peuvent quand même avoir une majorité qui leur permet de dire que leur politique a été acceptée dans l'ensemble. Donc c'était ça. Il fallait faire comprendre que beaucoup de gens ont participé et nous nous sommes retrouvés avec le chiffre énorme de mon point de vue, parce que les chiffres qu'ils ont donnés de ceux qui ont voté pour le président étaient de 1,9 million et quelques, qui était supérieur au chiffre de ceux qui ne sont pas allés voter. Or, sur le terrain, la tendance que nous avons observée, c'est la tendance contraire. Les gens ne se sont pas déplacés. Et dans une commune comme Calavi, moi je défie quiconque de ne pas dire que c'est quand même l'un des baromètres du pays, parce que c'est l'une des plus grandes communes du Bénin. Et quand on voit la moyenne de ceux qui ne sont pas allés voter, et si on ajoute Cotonou, on trouvera qu'il y a un problème. Vous dites, est-ce que c'est la fin de la polémique? Non, la polémique doit continuer pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. D'où viennent les chiffres de la Sénat? Et moi, avec les démonstrations de la Sénat? Mais bien, la Sénat, notre journal et la presse en général a fait le combat pour que nous ayons une Sénat pérenne, une Sénat qui puisse rester dans le temps et résister à la corruption de ses membres au lieu des Sénats ad hoc que nous avions. Nous avions fait ce combat. On y est arrivé. Mais le résultat que nous voyons avec la Sénat du professeur Tiando, à moi, j'ai quelques problèmes. Par rapport à ses prises de position aux législatives de 2019,
où elle a trouvé des fautes mineures et des fautes majeures, tout le monde se souvient de ça. Et par rapport au traitement de la question de parrainage. La question de parrainage, j'ai été surpris que la Sénat puisse dire que les parrainages seront anonymes. La loi n'a pas dit ça. Où est-ce que M. Tiandou a vu que les parrainages doivent être anonymes? Donc, les résultats proclamés par la Sénat, moi, en tant que journaliste, c'est-à-dire observateur neutre, moi, j'ai des doutes là-dessus et je peux m'interroger. C'est votre droit. Alors, lorsque le président en arrive, désormais, a dit « Nous sommes prêts pour la confrontation des chiffres », est-ce que ça ne vous rassure pas, au moins? Je ne peux pas être rassuré, parce qu'il avait les images comme nous les avions. Il pouvait déjà commencer par annuler les résultats de certaines zones que nous avons, où les élections se sont déroulées de cette façon, où on a bourré les urnes. Là, on va en parler. Là, encore sous réserve, non? Il n'en a pas le droit. Il ne peut pas réajuster quelque chose. De mon point de vue, au regard de ce que ses responsabilités, il ne peut pas réajuster. Il faut espérer que ça soit réajusté à un autre niveau. À un autre niveau. La Cour constitutionnelle voulait dire. En tout cas, on y revient. Le débat, les voix sont multiples. Oui, monsieur Anagonu, sur la question, chacun a son regard. Pensez-vous que la Sénat pourrait faire vraiment autrement? Ça, c'est le politique. Non, je voudrais d'abord dire que je voulais dire à l'entame de ce débat que ce ne serait pas bien que monsieur Vincent Folly puisse trouver la largesse à son niveau de pouvoir dire tout ce qu'il veut et que les autres ne puissent pas avoir le temps. Donc je prendrai le temps. La parole est libre. Non, je vous dis, je prendrai le temps. Ne crie pas, on entend. Parle doucement. Ce que j'ai remarqué dans tout ce qu'il a dit, il est convaincu que le résultat de la Sénat, qu'il est faux et que le résultat de la plateforme, il est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un comme ça... Non, vous écoutez, on ne voit pas. Non, je viens. Quelqu'un comme ça, moi, je ne viens pas sur un plateau pour le convaincre. Ce n'est pas mon rôle du tout. Je ne suis pas là pour le convaincre. Mais je n'ai pas dit exactement ça. Hein. D'accord. Je n'ai pas dit exactement ce que vous dites là. Je n'ai pas dit que le résultat de la Sénat... J'ai dit que je m'interroge. Je doute des conclusions que le président de la Sénat... Non, je voudrais préciser, s'il vous plaît, à tous les invités, je voudrais préciser que nous sommes en analyse et la beauté du plateau voudrait que chacun apporte son regard, tout en respectant le droit à la différence. Donc, monsieur Anagonu, vous avez la parole. Joël, vous me connaissez, d'accord? Monsieur Anagonu, vous avez la parole, allons-y. D'accord. Donc, moi, par exemple, et chez moi, je suis de Boupa, comme il est de Bampo, je suis de Boupa, et dans ma commune, sauf s'il trouve que ça a été fait devant tout le monde, le taux de participation était plus de 57%. D'accord? J'ai eu, par les réseaux sociaux, comme il a eu, que le taux de participation à Bomé était plus de 60%. Lorsque la Sénat veut faire, la Sénat va sommer tout ça et va prendre une moyenne qui est la tendance. C'est pas parce que je suis passé à Caravi qui avait 20 personnes quelque part que sur le plan national, il y a 20 personnes. Moi, j'ai entendu des commentaires sur RFI aujourd'hui où on disait que c'est vrai à Cotonou, à Caravi, peut-être à Porto-Novo, que les gens n'ont pas sorti comme cela se devait, mais qu'à l'intérieur du pays, les gens sont sortis. C'est l'ensemble qui fait le chiffre. Je ne dis pas que absolument les chiffres de la Sénat sont vrais. Ce n'est pas ma démarche, moi. Je prends la démarche du président de la Sénat qui dit « Nous sommes prêts à faire la confrontation des chiffres pour que la vérité puisse jaillir. » Et puis, les chiffres donnés par le coordonnateur général l'a dit tout à l'heure, les chiffres donnés par la Sénat hier sont des chiffres provisoires parce que la Cour constitutionnelle devra trancher pour nous dire ce qui est. Nous ne pouvons pas rester là aujourd'hui. Pourquoi moi je félicite les Béninois à voir ce qui s'est passé dans le centre du pays à la veille des élections et que finalement, le jour des élections, cela se soit passé comme ça, dans le calme, où on nous a permis, c'est pas nous, où on a permis à l'État d'organiser les élections. Moi, je voudrais féliciter les Béninois pour ça. Parce que nous serions dans d'autres pays qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que des citoyens imposent qu'on ne puisse pas organiser les élections dans leur zone. Ça va devenir de non-droit. Ce n'est pas possible. Mais je félicite aussi le gouvernement, je félicite la Sénat, je félicite surtout la police républicaine pour avoir prendre la patience d'organiser parce que ce qu'il y a, on était convaincus qu'il y a des gens derrière tout ça. On était convaincus. Maintenant, c'est qui ont, Monsieur Anagonu,
C'est qui étaient convaincus qu'il y avait des gens derrière? Ah bon? Vous n'avez pas suivi la dame qui a dit... Monsieur Anagono, c'est qui étaient convaincus qu'il y avait des gens derrière? Nous sommes là pour informer. Si vous avez des données... Moi, j'étais convaincu. Je suis un analyste. D'accord? Okay. Et donc, j'étais convaincu que lorsqu'on dit qu'on est en contact avec les chasseurs, avec les rebelles, que cela veut dire qu'on est en train d'appuyer les rebelles. D'accord? Il y a des rebelles au Bénin? Monsieur Anagono, il y a des rebelles au Bénin? Il y a des rebelles. Non, mais attendez, les chasseurs qui ont tiré sur la police à Savè, à Tchaourou, vous les appelez quoi? Ils sont quoi? Les chasseurs. Non, on veut savoir. Qui ont pris des armes. Qui ont pris des armes. Chercher la définition de rebelle, et donc vous allez savoir ce qu'ils sont. Ce qu'il y a, la différence au Bénin, c'est qu'on a trouvé les moyens de vite arriver à bout de cette rébellion-là et de pouvoir avancer. Et de pouvoir même, l'État a été obligé de prendre de l'hélicoptère pour survoler certaines zones. Vous ne voyez pas que c'était extrêmement dangereux ce qui est arrivé et qu'on pouvait se retrouver. Ceux qui veulent diriger le Bénin, ils veulent diriger un Bénin brûlé ou bien ils veulent diriger un Bénin organisé. Merci, M. Anagono. Je parlais du scrutin et on y est toujours de ces résultats provisoires. Cette sortie du bureau de la Sénat au grand complet a consacré aussi ces événements malheureux pour un pays démocratique. Il s'agit des images qu'on a vues ça et là, montrant des citoyens à des postes de responsabilité non négligeables pour un scrutin en train d'estampiller un certain nombre de bulletins de vote. Que s'est-il passé? Le débat fait rage. La Sénat a donné sa lecture, vous l'avez suivi, M. Oussou. Qu'est-ce que tout ceci vous inspire? Merci beaucoup. Vous savez, il faut lire, et non seulement lire les rapports d'observation que les différentes structures sur la place ou ONG ont pu publier par le passé, lire, comparer avec le rapport d'observation de cette élection-ci. Et il faut remarquer deux choses. Premièrement, un observateur mobile n'a pas les mêmes chances d'observer, disons, les faits qu'un observateur fixe dans la pratique. L'observateur mobile, c'est celui qui vient. Il reste 30 minutes, 45 minutes, il continue à un autre endroit. Et il vient, comment? Il vient en voiture, il rentre, on le voit garé et il descend. D'accord? C'est comme quelqu'un qui va attraper un voleur, il va avec les gyrophares. S'il a les moyens de se ranger, il peut se ranger. Après, il y a l'observateur fixe qui est là du matin au soir. Ça commence devant lui, ça finit devant lui, il collecte les chiffres. Et c'est cette option que la plateforme a eu à prendre. Il y a une grande différence. Ça fait que les missions Conseil de l'entente et autres, on ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas les condamner. Parce que l'observation, c'est ça. Vous parlez de ce que vous avez observé. L'Union africaine, par le passé, en a fait les frais. Et on lui a dit, est-ce que vous l'avez observé? Malgré que ça soit vrai, elle a dû retirer ça de ses rapports. Première chose, observateur fixe, observateur mobile. La plateforme a fait l'option de l'observateur fixe. Et de ce point de vue, certaines choses d'office ne peuvent plus se passer là où ils sont, si on respecte leur présence. Mais on a eu des cas où, malgré leur présence, il y a eu des cas que nous avons, dont nous avons les données. Et c'est très heureux. Pour nous, c'est un soulagement en tant qu'observateur et en tant que quelqu'un qui circule dans la région sur les processus électoraux. Le pouvoir, le gouvernement du Bénin a fait, je pense, cette décision de dire, et j'ai entendu le ministre de la Justice dire, c'est des faits extrêmement graves qui ne peuvent pas rester impunis. Il faut le prendre et il faut les saluer pour ça. Il faut espérer que ça évolue pour décourager ceux qui peuvent faire de ce genre de choses. De toutes les façons, on n'a pas dit que ce sont les observateurs qui ont créé ça. Parce qu'on a vu les images qui ont circulé. On a vu juste que les observateurs se sont retrouvés à dénoncer des choses. Donc, jusque-là aussi, par le passé, je voyais souvent régulièrement ou rapidement fake news sur des images. Je continue de voir, jusque-là, on n'en a pas encore eu, genre tagué de fake news. Banouto, qui est un organe de presse, avait cette rapidité à confirmer les choses et à dire c'est fake news. Je n'en ai pas encore vu, je continue de voir. Ça voudrait dire que quelque chose s'est passé. À quelle étendue c'est? Personne ne peut le dire, même pas la plateforme, parce qu'elle n'a été que dans 1281. Là où elle ne s'est pas positionnée, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qui peut justifier ou comment comprendre les écarts qu'on peut avoir. Donc, pour nous, c'est d'espérer. J'ai été informé avec mes contacts au niveau de la plateforme que même le mardi,
je pense le mardi ou le lundi, il y a comme des procureurs qui ont été saisis des cas du genre. Parce que de leurs observateurs ont été témoins de situations du genre et ça devrait évoluer à un certain autre niveau. Vous voyez, donc quelque part, il faut juste espérer que tout ceci qui s'est passé, j'ai lu le témoignage, parce que c'est grave, même si c'est un seul cas, c'est grave et il faut sanctionner pour que ça donne de leçons. Pour rafraîchir la mémoire à ceux qui vous suivent, vous dites des cas. Il s'est passé quoi concrètement? Les faits qui vous sont parvenus? Vous savez, ça demeure, de notre point de vue, des faits que les observateurs ont vus, qui existent. Et comme la Sénat a demandé de partager les preuves, oui, et que le ministère aussi est dans la logique d'en recevoir, j'espère que les organes habilités vont prendre contact avec la plateforme pour qu'elle puisse rendre disponible ce qu'elle a à son niveau. Mais il y a eu des cas. Je peux donner un exemple qu'on a partagé avec. Un exemple. Oui. Ça fait que c'est un cas isolé, il faut le prendre comme ça. Un exemple. Oui. Il a dit qu'il était là, et après, il y a des visiteurs qui sont arrivés, et qu'on a décidé de bourrer un peu. Je mets ça en gris. C'est-à-dire que de faire quelque chose qui n'est pas juste. Et il a dit, on a voulu l'associer en tant qu'observateur. Il a dit non, c'est pas mon rôle. Je veux observer simplement, c'est ça. Parce qu'on m'a dit de ne pas intervenir. Je pourrais pas aller au-delà des détails, parce qu'il ne faut pas aussi... Je ne suis pas propriétaire de ces données, oui, mais voilà. je vous reçois ce que j'ai entendu. Et donc, quand il a dit ça, donc les gens ont compris que pour ce qu'il a déjà vu, il ne faut pas le laisser quitter les lieux. Et après, lui-même habilement, il a dit, je vais aller prendre une bouillie. Et quand il a dit ça, il a voulu fuir. Il a pris la clé, on l'a dit, quitte les lieux. Et en quittant les lieux, les gens l'ont pourchassé sur plusieurs kilomètres avec sa moto. À un moment donné, il a bifurqué. Il est rentré dans les trucs d'anacade. Il s'est terré dans la boue, il est resté là. C'est de là-bas qu'il a envoyé son rapport. Pour nous, c'était stressant pour nos observateurs. Pour la plateforme, je veux dire. Les formateurs, déjà, avec les blocages, de nos formateurs ont été obligés de sortir, de passer dans des voies détournées, de revenir sur la voie. Et donc, quand on regarde tout ça, c'est un soulagement pour les observateurs que nous avons été ou qui ont été déployés d'entendre que le gouvernement veut faire quelque chose pour ça. Et il faut les remercier, il faut les féliciter pour ça et espérer que ça aille au bout pour qu'on comprenne. Et les réajustements que le doyen Folli attendait de la Sénat, je pense que ce n'est pas à la Sénat de faire ça, sinon c'est un autre problème qu'on va créer. Dans l'ordre des choses, la Sénat a rassemblé. Je peux donner l'exemple de pays à côté. Si vous allez au Niger, dans le dispositif, on peut même donner la preuve à la Sénat que ceci s'est passé comme ceci ici. C'est dans le PV. La Sénat, leur Sénat, son rôle, c'est de compiler tout ça, d'envoyer avec les éléments qui vont autour. Ceux qui ont la possibilité de corriger et autres, c'est à un autre niveau. Je reviens rapidement au niveau de l'exemple que vous avez donné. Ceux qui ont voulu associer l'observateur, ils sont qui? Je ne sais pas trop. Mais le témoignage de l'observateur est là et tout ce qu'il a vécu est là. La preuve, il n'a pas pu finir l'observation dans ce bureau de vote. Peut-être que si les autorités compétentes prennent le devant des choses, parce que la mission d'observation commence par devenir difficile. On a des cas qui ont été séquestrés. On a des cas qui sont sous menace aujourd'hui pour avoir vu des choses. Voyez. Jusqu'à présent. Oui, malheureusement, selon les retours que nous continuons d'avoir. Donc, excusez que je reste un peu avec vous parce que c'est quand même très délicat. Vous êtes là-dedans, ça fait un moment, mission d'observation, je veux dire. Mais le Bénin, ça fait quand même plus d'une trentaine d'années de marche démocratique. Ce que vous décrivez, pour vous, ça sort de l'entendement ou c'est dans la normalité des choses pour la marche démocratique béninoise? Non. Une élection, c'est toujours ça. Un pourcentage gagné par l'un, c'est un pourcentage perdu par l'autre. Et donc, de ce point de vue, il y a toujours ce combat autour. Mais toujours est-il qu'il y a certains types d'irrégularités qu'on pensait qu'on ne retrouvait plus. C'est ça.
Voilà, on n'a jamais vu comme ça des situations sur des observateurs de ce niveau. On pouvait comprendre qu'on a vécu des situations d'insécurité pour les observateurs. Mais quand on voit l'observateur et qu'on tente d'aller à ce niveau, c'est un autre niveau. Il faut les analyser pour comprendre pourquoi tout ça s'est passé. Mais je dis, rejeter tout ça de go, c'est comme si nous-mêmes, nous ne voulons pas assainir nos processus. Et c'est pourquoi je continue de dire, cette position du gouvernement, elle est bienvenue. Il faut l'accepter et il faut permettre à ce que cela puisse se faire. Monsieur Anagonou, vous excusez, je me retourne vers vous, le politique qui avait observé tout ça de loin et qui avait été aussi témoin de la réaction du politique. Il y a eu le ministre, le porte-parole du gouvernement, on peut dire, et bien d'autres figures qui sont montées au créneau par rapport à ces images. Que dit désormais le politique sur la question? Que vous êtes et analyste. Merci beaucoup. Et vous concluez en même temps? Ah, d'accord. Et vous n'êtes même pas passé par folie d'abord. Bon, je vais y aller. J'aurai le bénéfice de parler après toi. Quand le réalisateur me dira que le temps est parti, on va devoir se séparer. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je voudrais dire que ce qui doit être fait, c'est ce que le gouvernement a dit hier dans leur point de presse, pour dire ceux qui ont fait ça, ils seront recherchés et ils seront punis. Mais il ne revient pas au gouvernement de les chercher. Il revient à la justice de les chercher. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, on ne fait pas 2 fois le tour du Bénin en voiture pour demander à ce que les gens bourrent les unes après. C'est pourquoi j'ai suivi le directeur de communication qui disait on a peut-être fait ça pour discréditer les élections. Parce qu'il fallait passer par tous les moyens. Parce que vous imaginez quelqu'un qui a... Le politique. Non mais attendez, moi j'ai vu un endroit où on disait il faut 400 pour Talon Talata, il faut 38 pour FCB, il faut des trucs comme ça. Et donc, on savait qu'on était filmé. Et on est en train de faire quelque chose qui est interdit par la loi. Moi, je voudrais dire ceci. Pour conclure là-dessus. Oui. Je fais confiance au président Talon. Le président Talon n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de protéger les siens lorsqu'il s'agit de fautes commises. Si c'est ça, et quand il a fait ça pendant qu'il faisait son premier mandat où il doit chercher un second mandat, moi, je pense que ceux qui ont eu le courage de faire ces choses-là, si même ce sont des zélés, il y en a toujours, qui pensent que c'est ce qu'il faut faire pour aider le chef de l'État, eh bien, il faudra les chercher et les châtier parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas pour quelqu'un. Les images sont pas... Aujourd'hui, avec l'Éternel, les images sont passées dans le monde entier. Et donc, ça, c'est des tâches que porte notre démocratie, ce qu'on est en train de construire. Je ne dis pas qu'on est en train de faire. Je ne dis pas qu'on a une démocratie parfaite. Complètement parti. Merci, monsieur Vincent Folly, et vous qui allez clôturer cette émission. Vous avez donné autant de temps que ce monsieur. Monsieur Vincent Folly, dans quelques secondes, on ne pourra plus être sur ce plateau. Non. Vous avez la parole. J'ai la parole pour dire que le gouvernement, mon ami Julien a dit tantôt que la Sénat ne pouvait que collecter ce qu'elle voit sur le terrain, même si ses agents, ses propres agents qui ont participé, on a vu des images, des agents de la Sénat habillés qui ont participé au jeu. On fait quoi lorsque les choses se passent comme ça? Est-ce qu'il faut laisser ou alors annuler ou attendre que l'organe de gestion du contentieux puisse faire? Moi, je dis, nous sommes dans un pays de droit, nous apprenons chaque fois le droit. J'espère que la Cour constitutionnelle va jouer son rôle. Aujourd'hui, avec l'Internet, beaucoup de choses peuvent se passer. Les images qui ont circulé sur Floyd et aux États-Unis, notre noir américain qui est décédé dans des conditions atroces. Donc, les images ont été prises par des caméras amateurs. Aujourd'hui, la police peut demander que les gens qui ont comment on appelle, des témoignages de ce genre, qui ont fait circuler sur les réseaux sociaux, qu'ils viennent. Et la police a les moyens de le faire. L'État a les moyens de faire, puisque l'État, vous dites que ce n'est pas le gouvernement. J'ai entendu tantôt quelqu'un dire, si ce n'est pas vous, que le gouvernement ne peut pas rechercher, que c'est la justice qui doit rechercher. Le gouvernement a les moyens, puisqu'elle peut instruire un procureur à partir de ce que le ministère de l'Intérieur peut savoir, peut instruire un procureur d'aller vers la recherche des gens. Et on peut retrouver rapidement
ceux qui ont posté les images et corriger les choses. Et je crois que la Cour constitutionnelle va en tenir compte pour que les résultats soient fiables et qu'on redresse. Puisque elle, au cours du jeu, elle peut dire, sortir des thèses de loi pour dire, bon, ne tenez pas compte de ceci, faites ceci, les syndicats de conformité arrivent et ça embrouille tout. Je crois qu'il faut arriver dans un système où tout devient transparent. Voilà. Ce fut un plaisir, M. Vincent Folly. M. Georges Anagonou, un grand plaisir. Et que dire au coordonnateur régional de Douarnenez, M. Julien Oussou, grand merci pour la disponibilité. Ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'est qu'un plateau parmi tant d'autres. Recevez celui-ci ainsi. Mesdames et messieurs, on se retrouvera pour d'autres plateaux. À très bientôt.